Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 9e atelier citoyen de l'appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Ibrahim, j'ai 26 ans, je vis à Saumur, dans le Maine-et-Loire, et je suis membre du parti politique Allons Enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui nous tient à cœur. C'est le thème de la jeunesse. Et nous allons nous poser une question qui n'est pas rhétorique. C'est les jeunes générations sacrifiées du Covid. Donc, pour y répondre, nous avons demandé à 3 exceptionnels intervenantes et intervenants de participer, que je laisserai bien sûr se présenter. Et avant de commencer, je veux juste vous rappeler un peu le cadre de ce débat. Donc, dans le cadre de la campagne régionale, nous faisons des débats, des ateliers assez régulièrement, quasiment toutes les semaines, pour parler de sujets divers. D'ailleurs, ceux qui sont connectés, qui n'ont pas encore signé l'appel, je vous invite à le faire. Donc, je remercie d'ailleurs l'équipe technique par la même occasion qui vont récupérer vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat, sur le live Facebook, sur Zoom, sur Twitter, où vous voulez. Et on se chargera d'y répondre. Et si on n'y arrivera pas à le faire dans le temps imparti, on y répondra bien sûr ultérieurement. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Louane pour se présenter déjà. Bonjour tout le monde, alors je me présente, je m'appelle Louane, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'Université du Mans en licence acoustique et vibration. Je suis à l'origine de la formation d'un comité de mobilisation pour la réouverture des universités qu'on a formé à la mi-décembre suite à un malaise grandissant des étudiants dans notre université mais aussi partout en France. Et on a décidé d'agir premièrement localement parce qu'on pensait que c'était ce qui pouvait être le plus efficace. On a fait un sondage sur l'ensemble des étudiants pour savoir comment ils allaient, et ils vont mal, mais je pense que la plupart des gens qui sont connectés ici ce soir le savent déjà. On va pas bien. Et les personnels de l'université non plus. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est des moyens humains et financiers pour pouvoir revenir à la fac en cours tous et toutes en sécurité et en se protégeant du Covid. Donc ça veut dire plus de postes pour qu'on puisse tous suivre nos cours en présentiel et plus d'argent pour qu'on puisse aussi assurer des cours en semi-présentiel, semi-distanciel. Voilà. Merci Louane. Arnaud, si tu veux bien te présenter. Bonjour tout le monde. Alors, je remercie les organisateurs pour l'invitation. Donc, moi, je suis le fondateur de Génération Sacrifiée, qui est aujourd'hui qui a un nom très symbolique. Juste en 2 mots, Génération Sacrifiée, ça parle bien évidemment de la génération Covid et des jeunes aujourd'hui qui sont dans une souffrance totale, notamment par rapport à leurs études et aussi également pour leur avenir économique. Mais Génération Sacrifiée, ça fait aussi écho à une génération qui est un petit peu plus vieille que les étudiants actuels, qui a une génération de trentenaires, qui a également subi en fait une crise économique, notamment la crise des subprimes, qui en Europe s'est transformée en crise des dettes souveraines et qui a vu des politiques d'austérité et des politiques aussi également de dérégulation du marché du travail. Donc notre positionnement, c'est de dire qu'il y a quelque chose d'assez inédit en fait sur l'histoire économique, notamment en France, c'est qu'il y a 2 générations qui se suivent entre 20 et 35 ans, qui subissent ou qui vont subir des crises économiques et qui ont connu une récession incroyable. Donc nous, notre positionnement, c'est d'alerter l'opinion publique, les élus, les politiques là sur cette jeunesse-là, et globalement, en France, ce qu'on porte, c'est qu'il y a 2 sujets importants, la formation et la compétence, et puis l'avenir économique, les décisions économiques qui vont être prises pour accompagner ces jeunes et pour leur permettre en fait de s'insérer correctement sur le marché du travail. Donc voilà, donc vous n'êtes pas tout seul, la génération Covid, sachez qu'il y a des trentenaires qui ont été à votre place et qui ont subi aussi également les conséquences de la précarisation et des crises économiques. Donc on est là pour vous épauler, pour vous soutenir, bien évidemment. Merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie Angèle. Bonjour à tous, du coup, Angèle, j'ai 22 ans et donc je suis actuellement vice-présidente en charge de la défense des droits à la FAGE, donc la Fédération des associations générales étudiantes, donc première organisation représentative des étudiants en France. Également, je suis une ancienne présidente de la FEDESA, qui est une fédération d'associations étudiantes au niveau de l'Anjou, donc Angers, mais qui
couvre également les campus de Cholet et Saumur, élu au conseil d'administration de l'Université d'Angers et tout récemment élu au conseil d'administration provisoire de la commune Angers-Le Mans, donc un peu plus large dans la région. Et du coup, on a bien conscience de cette précarité étudiante. La FEDESA a notamment mis en place des distributions alimentaires, travaille sur un projet d'épicerie sociale et solidaire à développer sur Angers, et sur toute cette question et différentes questions, notamment sur les problématiques de logement, avait mis un dispositif aussi de logement provisoire en place. Donc voilà, et de manière générale, au réseau de la FAGE, on a des différentes fédérations territoriales, dont une autre au Mans et une autre à Nantes, qui s'emparent de ces problématiques de jeunesse pour proposer des solutions concrètes afin d'accompagner les étudiants et les jeunes de manière générale au sein des Pays de la Loire. Très bien, merci beaucoup Angèle pour cette présentation. Je propose qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, justement sur cette génération sacrifiée. Louane, est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de votre initiative à l'Université du Mans? Selon toi, personnellement, comment tu as pu vivre cette période et justement tes camarades, comment ils l'ont ressenti également? Alors, concernant comment j'ai vécu la période, on va dire que moi, je ne suis pas le meilleur exemple pour témoigner de la difficulté de la période, dans le sens où on pourrait me considérer comme privilégiée, dans le sens où ma situation financière, ça va, ma situation personnelle aussi, ça va. J'ai été confinée avec mon copain, avec ma famille, donc j'étais pas seule non plus. Je suis pas non plus étudiante étrangère, donc je suis pas coincée dans mon 9 mètres carrés avec personne à qui parler, ou avec des problèmes de racisme qu'on a aussi pu voir à l'Université du Mans, notamment envers des étudiants qui viennent d'universités chinoises. Au niveau de mes camarades, ça va moins bien. Moi aussi, j'ai la chance aussi d'être entre guillemets une bonne élève, entre guillemets la chance de l'être. Je travaille beaucoup parce que j'aime ce que je fais. C'est plus difficile pour moi de travailler, mais mes notes ont quand même relativement bien suivi, c'est-à-dire que c'est pas une hécatombe, je vais valider mon année. Ça sera sûrement une année moins bonne que les autres années, mais je vais valider. Et il y a beaucoup de mes camarades qui ne vont pas réussir à valider. Et étant en licence 3, c'est quelque chose qui est très embêtant parce que il y en a déjà qui sont dans des situations financières difficiles et qui ont besoin de passer en master, qui ne peuvent pas redoubler financièrement. Et même sans ça, la fin d'une L3 pour le début d'un master 1 dans une période pareille, ça peut être une chose qui est bien parce qu'il y a quand même un recommencement, un renouveau des projections d'avenir, des projets. Et si on nous retire ça, ça risque, je pense, d'être très compliqué de repiquer une L3. Donc ça, c'est pour l'aspect motivation. Et sinon, au niveau du sondage, ce qui ressort, donc on a eu 3000 réponses d'étudiants sur 13 000, ce qui est énorme par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude en termes de sondage lancé par l'université, en termes de réponses. Donc il y a énormément de gens qui souffrent de détresse psychologique, d'épuisement, d'anxiété, d'insomnie. On a reçu plus de 2000 témoignages, tous plus inquiétants les uns que les autres. Il y en a certains qui étaient très très difficiles à lire. Il y a aussi une étudiante qui a envoyé une lettre ouverte au président que je pourrais transmettre dans le chat si vous en avez envie, qui témoigne de sa situation. Et c'est très très grave ce qui se passe, et notamment à l'UFR Sciences Humaines, droit gestion. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont mal, ils sont quasiment en avance de 10 points sur les sondages en termes de mal-être psychologique, parce qu'ils n'ont pas du tout eu de TP ou de retour en présentiel. Moi, je suis en sciences, donc j'ai pu revenir faire des TP, revoir mes camarades, mes professeurs. Eux, c'est pas le cas, ils n'ont pas eu un seul cours en présentiel depuis les vacances de la Toussaint pour certains. Et là, en plus, on est bloqué parce que le réseau de la fac Internet ne peut pas tenir tout le monde qui reviendra en présentiel pour des cours semi-présentiels, semi-distanciels. Donc en fait, c'est pas qu'ils veulent pas nous faire revenir, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens matériels de le faire. En plus de ne pas avoir assez de place, le problème c'est que le Wi-Fi il n'est pas assez bon. Donc en fait, on est coincé de partout, on n'a aucune solution et effectivement, c'est très compliqué. Voilà. Merci. Merci à toi pour ce témoignage plus que touchant. Moi, à chaque fois, j'entends ce genre de discours, ça me prend aux tripes. Et puis j'espère qu'on réussira à trouver des solutions à l'échelle régionale, en tout cas pour aider la jeunesse et les étudiants. Donc n'hésite pas à partager la lettre de ta camarade sur le chat avec grand plaisir. Oui, juste, j'ai oublié de dire aussi.
pardon, qu'on avait mis en place aussi, enfin il y a un collectif solidaire qui s'est formé au Mans et qui distribue des repas et des vêtements et des fournitures de première nécessité aux étudiants le dimanche matin. Et ils voient de plus en plus de gens venir. Bon, je pense que vous avez vu les images, notamment dimanche soir sur Paris, avec des files sur les trottoirs énormes d'étudiants qui vont chercher de l'aide alimentaire. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas que dans les grandes villes, ça se passe aussi dans de plus petites universités comme au Mans. Voilà, pardon. Non, merci, c'est super important. D'ailleurs, Angèle, tu peux peut-être aussi témoigner sur ce sujet de précarité étudiante. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se font à Angers aussi. Oui, tout à fait. Au niveau de la précarité étudiante, bon, elle accroît. Là, un sondage, alors un premier sondage sur le bien-être des étudiants avait été lancé à Angers au confinement. Et là, un nouveau est sorti. Donc, s'il y a des étudiants à Angers, je vous invite à le remplir pour qu'ensuite on puisse faire remonter des propositions à l'université et travailler avec les collectivités de manière générale. Effectivement, les étudiants ne vont pas bien. Je parle d'Angers parce que je le connais, mais je sais qu'à Nantes, c'est aussi le cas. Des distributions alimentaires ont été mises en place. Donc, sur Angers, ça s'est fait avec la FEDESA, le Secours populaire et l'Université d'Angers. À Nantes, il y a une épicerie étudiante qui existe, qui s'appelle la Surprenante Épicerie, qui, pareil, accueille énormément de bénéficiaires et qui est toujours disponible pour aider les étudiants. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter, à contacter les associations étudiantes qui mettent en place, qui essayent de mettre en place des solutions, contacter les élus étudiants, notamment pour faire remonter aussi au sein des conseils des positions, essayer de débloquer des moyens, des solutions, de négocier avec les universités, même si les universités sont de bonne volonté et essayent de faire ce qu'elles peuvent, mais elles manquent cruellement de moyens. Donc voilà la situation des étudiants aujourd'hui. Louane, tu parlais de petites universités comme Le Mans, mais on oublie aussi souvent en fait, des campus qui ne sont pas forcément les plus grands. Moi, je pense en Maine-et-Loire, Cholet, Saumur. On a aussi le campus de La Roche-sur-Yon qui existe, qui est rattaché à l'Université de Nantes. C'est des territoires qu'il ne faut pas oublier, des campus délocalisés qu'on oublie en termes d'accès, en termes de culture, de logement, de vie associative aussi, et donc de vie étudiante de manière générale. Et on ne pense pas à mettre en place des dispositifs pour ces jeunes. Et je pense que ça fait partie aussi des missions de la région de valoriser tous les territoires et l'ensemble du territoire, dont cette accessibilité-là par des transports, par aussi du soutien à la création. Alors, ça va peut-être paraître bête, mais un espace type tiers-lieu, à un moment où on n'a pas forcément justement d'endroits où manger quand quand les restaurants universitaires sont fermés, ou d'espaces où travailler, on a besoin de tiers-lieux dans ces territoires-là pour faire justement émerger une sorte de vie étudiante et des initiatives qui sont solidaires. Et ça fait partie c'est vraiment une toute petite partie des propositions que la région peut mettre en place pour ces étudiants et ces jeunes de manière générale qui ne vont pas bien en ce moment. Merci beaucoup, Angèle. D'ailleurs, justement, on parle beaucoup d'étudiants, mais il n'y a pas forcément que les étudiants qui souffrent, il y a aussi l'ensemble de la jeunesse. Il y a des jeunes qui ne sont plus en études, qui ont 18 ans, qui se retrouvent en situation de précarité, qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Arnaud, est-ce que tu veux témoigner sur ce sujet? Oui, effectivement, la jeunesse, alors on centre beaucoup sur les étudiants et c'est compréhensif d'alerter sur la situation étudiante qui est totalement inadmissible. Nous, en fait, à Génération Sacrifiée, on a fait le constat, ce que je disais précédemment, qu'il y a quand même deux générations qui sont en train de se suivre, les trentenaires et puis ceux qui sont un petit peu plus jeunes, qui sont encore en études, qui ont entre 18 et 25 ans, qui vivent dans un environnement économique incertain. Et donc là, pour vous donner quelques chiffres, pour prendre un peu de hauteur et vous situer là-dessus, lors de la crise des subprimes, après la crise des dettes souveraines, on a connu des récessions, notamment en France, de l'ordre de -2 ou -3%. Aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement inédit. En France, on a atteint une récession de l'ordre de -8 ou -9%. Donc ça signifie, et là il faut alerter la jeunesse, qu'on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire que effectivement, le monde d'après,
ne va pas ressembler au monde pré-Covid, et que là, il y a forcément sur le terrain économique, alors l'idée, c'est pas d'effrayer les jeunes, mais c'est de leur donner des cartes en main pour bien construire, pour avoir une grille de lecture pertinente. C'est qu'effectivement, sur le terrain économique, il va y avoir des faillites, il va y avoir un marché du travail qui va se contracter, et ça va être très difficile pour cette jeunesse de pouvoir correctement s'insérer sur le marché du travail. Surtout que la génération précédente, donc la génération qui a aujourd'hui entre 30 et 35 ans, quand on est arrivé sur le marché du travail, notamment au moment où il y a eu les politiques d'austérité, on a mis environ entre 7 à 10 ans pour avoir un niveau de revenus à peu près décent en lien avec nos qualifications. C'est-à-dire que, et ça c'est une étude du CEREC qui le montre, qui explique qu'effectivement l'arrivée sur un marché du travail compliqué alourdit en fait une carrière dans le monde professionnel, précarise les jeunes, et c'est sur une décennie en fait qu'il faut compter pour que ces jeunes puissent s'insérer correctement, obtenir des revenus décents, avoir un poste qualifié, etc. Donc là, nous, on l'a vécu, ça, la génération entre 30 et 35 ans, on a vécu ça dans une moindre mesure, et ce qui se passe pour la génération Covid, c'est extrêmement alarmant. C'est-à-dire que là, c'est autre chose. C'est différent de la crise des subprimes, même s'il y a des similitudes. Pour rappel, et pour appuyer ça par des chiffres, hors Covid, il faut rappeler qu'en France, le chômage des jeunes a atteint 25%. Donc, c'est le double de la moyenne nationale. Que hors Covid aussi également, les 18-30 ans, hors étudiants, représentent à eux seuls la moitié des contrats précaires. Donc ça, c'est les chiffres de l'Observatoire des inégalités. Que parmi la population pauvre, la moitié ont moins de 30 ans. Et que entre la fin des années 90 et surtout au moment de la période de 2007 et 2008, un étudiant qui sort d'une grande école a vu son salaire médian mensuel baisser de 200 €. 220 €. Un étudiant qui sort de master a vu son salaire médian mensuel baisser de 100 €. Donc on a toute une génération de manière structurelle, hors conjoncture, hors période Covid, qui a déjà été affaibli. Et donc, nous, ce que plusieurs économistes alertent, et notamment, je vous invite à lire l'interview de David Kella sur Génération Sacrifiée, qui en parle très bien, et qui dit que la jeunesse qui est en train de perdre, c'est la jeunesse des centres-villes ou des petites villes, et qui fait des études supérieures. Cette jeunesse-là, globalement, elle est en train de perdre un avenir économique, elle est en train d'être plongée dans un avenir incertain. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, bien évidemment, ça a démultiplié cette incertitude, et ça a fragilisé ce terrain économique. Aujourd'hui, nous, on va alerter sur 3 points pour Génération Sacrifiée, 3 points qu'on pose pour la génération Covid. Le premier point, c'est les compétences, l'acquisition de compétences. Beaucoup de jeunes nous disent qu'ils sont en train de passer des diplômes Zoom, et donc il y a une connotation négative au fait de passer des diplômes Zoom. Il y a déjà une conscience, et les jeunes sont extrêmement pertinents, ont une intelligence de ce qui est en train de se dessiner pour eux. Quand ils nous le disent, on passe des diplômes Zoom, ça veut dire que sur le marché du travail, les services de recrutement, les directions des ressources humaines, bien évidemment, vont se poser la question que les jeunes qui sortent des promotions 2020-2022 ont passé des diplômes Zoom, ont eu des compétences dégradées et ont eu des parcours pédagogiques moins fiables. Donc ça va jouer en termes de capital humain, sur la capacité à se vendre sur le marché du travail. Et bien évidemment, ça va précariser ces jeunes, et ça va leur donner des difficultés à s'insérer correctement sur le marché du travail. Je précise qu'un jeune qui est en inactivité, c'est-à-dire qui sort des études et qui est en inactivité pendant 1 an ou 2 ans, c'est un temps extrêmement long, et c'est un temps extrêmement rapide pour perdre des compétences et pour avoir du mal à s'insérer sur le marché du travail. Donc sur le premier point qu'on analyse, la première alerte qu'on met, c'est les compétences. Redonner des compétences, recréer des parcours pédagogiques fiables. Le deuxième point qui vient ensuite par rapport aux compétences, c'est bien évidemment les problèmes économiques dont j'ai parlé, l'incapacité à s'insérer sur un marché du travail, la difficulté à avoir un emploi qualifié, des revenus qui vont forcément baisser. Et puis, il y a, je dirais, pour cette génération-là, une double peine, voire une triple peine. La double peine, c'est le remboursement de la dette Covid.
et donc qui va peser sur cette génération-là. Donc, quand on dit remboursement, bien évidemment, vous avez le Premier ministre, vous avez le ministre de l'économie qui dit il va falloir rembourser. Donc ça s'adresse particulièrement à la jeunesse. Rembourser une dette à l'échelle d'une nation, ça signifie pas forcément en fait augmenter les impôts, ça signifie pas forcément créer des nouvelles taxes. Ça veut dire aussi également ajuster des comportements. Et donc, les ajustements de comportements qui vont se faire, ça va être de dire aux jeunes, on va les inciter à avoir de moins en moins recours à l'État-providence. Donc, on va créer des mesures, on va créer des lois qui vont inciter les jeunes à avoir de moins en moins recours au chômage, de moins en moins recours aux minima sociaux, puisque pour rembourser la dette, le meilleur moyen pour rembourser une dette, c'est de moins dépenser, d'avoir moins de dépenses publiques. Et ça, ce n'est pas quelque chose de détonnant ou de démentiel. Je rappelle qu'on a un voisin, les Allemands, qui ont mis en place des lois Hartz et des lois qui étaient extrêmement dures à l'égard notamment des chômeurs et qui forçaient les chômeurs à, lorsque le service public de l'emploi allemand leur désignait une offre d'emploi et leur disait il faut aller sur cette offre d'emploi, peu importe si l'offre d'emploi correspondait à leur qualification ou à leur secteur d'activité, ils étaient quasi forcés en fait de recourir à cette offre d'emploi et de s'insérer sur ce marché du travail-là. Donc il y a eu toute cette vague qu'on a appelée en Allemagne la vague des mini-jobs. La tendance qu'on pourrait voir sur le remboursement de la dette Covid, ça ne va pas être forcément d'aller augmenter les impôts parce que ça passe mal auprès des populations, ce choc fiscal, ça va être de créer des comportements solvables. Et qui dit créer ce qu'on appelle nous des comportements solvables, ça veut dire avoir moins recours à l'État-providence et mettre des mesures en place pour forcer les jeunes à s'insérer sur le marché du travail de manière extrêmement dégradée et de manière punitive. La triple peine, la troisième peine qui va arriver et qui est structurelle, et on en a, mes camarades en ont parlé tout à l'heure justement, c'est le prix des loyers et des logements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la jeunesse qui est en études étudie bien souvent dans des centres-villes, donc va arriver sur un marché du travail de manière précarisée et va avoir à côté des logements excessifs, c'est-à-dire avec des prix des loyers qui sont extrêmement chers. Donc là, on a quand même quelque chose qui est en train de se faire auprès de cette jeunesse-là, qui est de dire vous allez avoir des salaires extrêmement bas, vous allez être précarisé sur le marché du travail et en plus, vous allez être dans des centres-villes où le prix du loyer va être important. Et le dernier point, du coup, ce cocktail-là, et c'est le dernier point sur lequel nous, on essaye de mettre une alerte, c'est que là, ce qu'on voit aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, c'est que les dirigeants politiques ne prennent pas la mesure de la détresse de la jeunesse de manière globale, et ils vont pousser cette jeunesse à potentiellement être beaucoup plus violente dans la société. Quand un jeune fait un master, se retrouve sur le marché du travail, n'a pas d'emploi à la hauteur de sa qualification, ou n'a pas de salaire à la hauteur de sa qualification, a des loyers excessifs, donc a un niveau de vie qui est dégradé, forcément, ça va tendre vers des formes de radicalisation, de défiance envers la société et de ressentiment. Et je terminerai là-dessus, de ressentiment envers les générations plus vieilles. Ce qu'il faut rappeler, et j'insiste là-dessus, et ce qui nous a frappé, ce qui nous a déçus en fait pendant toute la période du confinement, c'est que les jeunes, en fait, on a constamment, à travers les médias, dans l'opinion publique, tapé sur les jeunes. À aucun moment, en fait, il y a eu une forme de reconnaissance sur le sacrifice qu'ils sont en train de faire, sur la mise en parenthèse de leur avenir économique. Et quand on voit les difficultés qu'il y a à mettre en place de manière urgente un RSA jeune sur une période donnée et qu'il y a un refus catégorique du gouvernement à recourir à cette mesure, ça peut alimenter en fait un ressentiment et ça peut créer aussi également du conflit intergénérationnel. Les jeunes se sont sacrifiés pour protéger les seniors. Là, ce qu'on voit dans l'opinion publique, c'est qu'il y a une indifférence par rapport à l'égard de la jeunesse et il n'y a pas de mesures politiques fortes pour cette jeunesse-là. Donc nous, on alerte là-dessus. Sur ce point-là, je terminerai là-dessus. Attention, la jeunesse qui va arriver sur le marché du travail, contrairement aux gilets jaunes, n'a pas de patrimoine, n'a pas d'épargne, grosso modo n'a rien à perdre. Et ça peut être un cocktail explosif du point de vue social. Donc il faut aider ces jeunes-là et il faut les accompagner correctement et arrêter de taper sur eux. Voilà. Merci beaucoup pour ton analyse, Arnaud. Je vais donner un droit de réponse rapide, si tu le veux bien, Louane, et après on va prendre les questions des spectateurs. Pardon. Ok, pas de problème. Bon, alors, du coup, j'ai essayé de faire très vite. C'est juste que le discours était très riche. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont plus des états de fait que des choses à discuter. Donc déjà,
oui, et merci pour cette analyse, parce qu'il y avait une grande part de vérité. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la dévalorisation de nos diplômes, et j'y avais pas pensé, et c'est en discutant avec des proches que je m'en suis rendu compte, oui, nos diplômes vont être dévalorisés, oui, on aura des diplômes Zoom, mais le fait d'avoir notre diplôme, ce sera déjà une victoire en soi, déjà de 1, personnel, et ensuite, on aura développé d'autres compétences, comme la résilience, l'acharnement, enfin, plein d'autres compétences humaines qui pourront nous servir plus tard dans la vie et qui vont nous être extrêmement utiles. Donc je veux dire aussi que tout n'est pas perdu. Et c'est quand même un tableau très très sombre que on nous a dépeint là. Et c'est vrai, malheureusement, c'est une période qui de toute façon est compliquée. Donc même sans la crise du Covid, je veux dire, c'est des temps qui sont compliqués, c'est un temps de bouleversement sociétal et écologique aussi. Le climat est quasiment au bord de l'effondrement. Les rapports du GIEC ne sont pas du tout positifs par rapport à ça. Pour ceux qui les ont consultés, vous devez tous le savoir. Il y a jamais eu, enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une extinction de masse de cette ampleur-là aussi. Tout ça, c'est très compliqué. Et il y a un peu un espèce de tout va mal. Il y a aussi des dérives dans le gouvernement français. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, je veux dire, même sans le Covid, ça reste une période qui est très, très compliquée. Et je voulais rajouter autre chose. Oui, c'est pareil, chez les jeunes qui vont de plus en plus mal, c'est vrai, il y a de plus en plus de dépression, même c'est constaté chez les étudiants, de plus en plus de burn-out, de dépression, même d'ailleurs chez les plus vieux, hein, même chez les 30, 40, cinquantenaires, il y a de plus en plus notamment de femmes qui sont surchargées par leur travail et par leur vie de famille, qui ont du coup la double casquette de maman, femme et tout ce qu'elles ont à faire, qui fait qu'elles tombent en dépression ou qu'elles ne peuvent plus travailler. Et il y a aussi une chose, c'est que peut-être ça va nous pousser à la violence, tout ça, mais l'État, il est violent d'une manière générale. Et la société, aujourd'hui, elle est violente. Et quand j'entends que peut-être ça va pousser les gens à se radicaliser, ben peut-être qu'il faut se radicaliser et qu'il faut des réactions à ce qu'on nous fait subir, parce que c'est grave pour moi ce qui se passe aujourd'hui en France. Je ne veux pas faire la révolution ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, et ce qui se passe en ce moment, ça ne l'est pas. Et donc, s'il faut passer par nous-mêmes la violence, il y a un moment où aussi il faut se poser la question de la légitimité de cette violence, et on a le droit d'être en colère. Voilà, je m'arrête là, et je laisse les réponses, les questions du public. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. je veux juste rajouter une chose très On va rapidement. prendre les questions parce qu'il y a beaucoup de questions et on va privilégier vraiment C'est les. juste, moi, je suis pas questions. je suis pas pro-violence, hein. C'était vraiment une alerte que je faisais. Et justement, Très bien. l'idée, c'est plutôt de trouver des solutions. Et l'idée, même si ce tableau était un peu sombre, c'était de donner des cartes, de savoir un peu, de voir un peu, de construire des scénarios et de voir les scénarios qui seraient les plus difficilement applicables pour la jeunesse, en fait, qu'elle pourrait subir, et de les prémunir contre ça. Vaut mieux alerter, vaut mieux être un petit peu pessimiste et alerter pour que la jeunesse puisse rebondir et qu'on puisse l'accompagner correctement. Donc moi, je ne souscris pas à la violence. C'était pas un appel à la violence. Voilà, je mets en garde là-dessus. On va prendre une question, parce que vous en avez parlé justement de détresse psychologique. Il y a une question de Claudine sur Facebook qui demande justement si des accès à un soutien psychologique sont mis en place pour les étudiants. Je vais juste commencer à donner un chiffre. Une étude de Netline, une association qui vient en aide justement aux étudiants qui ont des problèmes, qui ont besoin d'aide psychologique. En France, on a une psychologue pour 30 000 étudiants, alors que l'OMS préconise une psychologue pour 1500 étudiants. Voilà. Je vais peut-être laisser Angèle répondre si tu as des éléments de réponse à apporter. Oui, effectivement, on a de plus en plus d'étudiants qui sont dans le besoin. Alors, on le voit au niveau local, moi je le vois aussi au niveau national, sur des demandes de sollicitation. Il y a trop peu d'aide au niveau des universités, en fait, d'emploi temps plein psychologue. Il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place. Donc, Nightline a développé des dispositifs dans différentes villes en France. Également, au niveau de la FAGE, on a en fait pris en charge des séances de psychologues. Et donc, on a des étudiants qui peuvent s'inscrire s'ils ont besoin d'une séance et du coup avoir des appels avec cette psychologue-là. Également, il existe maintenant différentes cartes. Alors, on en a fait une
au niveau national, mais il en existe d'autres qui recensent les différents dispositifs au local pour que les étudiants puissent appeler. Mais effectivement, il y a une grande détresse. Ça se ressent dans les témoignages qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Ça se ressent aussi dans les mails que nous, on nous envoie, parce qu'on a des messages qui sont très durs. On fait notre maximum pour les accompagner, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger, parce que l'isolement social, enfin, c'est prouvé en fait qu'il y a des grosses conséquences sur la stabilité, sur le moral des étudiants, et il faut investir massivement en fait dans des postes en fait de psychologues. Un chèque psy, ça ne suffit pas. Euh, D'autant plus que c'est pour des psychologues qui sont volontaires, donc qui ne concernent pas tous les psychologues existants en France. Et moi, j'ai peur, je parlais des territoires un peu excentrés tout à l'heure et délocalisés. Justement, il faut que ça soit une offre qui soit accessible à tous et toutes, et notamment quand je pense aux étudiants en santé, en formation paramédicale, les étudiants en soins infirmiers qui sont aussi dans des endroits un peu délocalisés et loin des villes. Avoir une consultation en physique, c'est compliqué, et il faut au moins qu'il y ait des dispositifs d'appel qui soient mis en place pour eux. Merci beaucoup, Angèle. On va prendre d'autres questions. On a une question de Gaëtan, pour rester dans le monde étudiant et pour revenir à ce que vous disiez sur le diplôme Zoom. Comment valoriser un cursus Erasmus pendant la crise quand de nombreux étudiants sont en Erasmus de chez eux derrière leurs écrans? Peut-être que Louane, tu peux répondre. Alors moi, j'ai pas d'élément de réponse particulier dans le sens où je ne travaille pas au service international de l'université, mais quand on est en Erasmus, de toute façon, les cours, qu'on les suive de chez soi ou pas, déjà on est dans un autre environnement que le nôtre, donc on développe aussi des capacités d'adaptation. Et puis je veux dire, même sans Erasmus, on les développe, les capacités d'adaptation attendues pendant un Erasmus dans une période comme celle qu'on vit actuellement. Et au niveau des capacités concernant la langue et concernant l'apprentissage dans un autre pays, on les développe également parce que même si on suit les cours à distance, du moment qu'on les suit, pour moi, les compétences développées sont les mêmes à condition d'être sérieux. Mais encore ça, de toute façon, si on a validé notre diplôme, personne ne va aller le vérifier. Et voilà, c'est clair que tous les diplômes vont être un petit peu dévalorisés à cause de la période qu'on vit. Mais je ne pense pas qu'ils seront plus dévalorisés que des diplômes qui seront faits en France ou n'importe où, parce que de toute façon, le monde entier est dans cet écrin Covid un peu spécial. Voilà. Merci, Louane. On va prendre une question de Noam sur Facebook qui demande est-ce que les plus âgés doivent-ils participer au remboursement de la dette Covid à travers, par exemple, une taxe sur l'immobilier? Arnaud, si tu veux répondre. C'est une très bonne question. Aujourd'hui, l'une des inégalités les plus marquées en France, hein, mais dans d'autres pays aussi également, c'est véritablement l'accès à l'immobilier. Et effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à permettre aux jeunes déjà de pouvoir s'inscrire, en fait, obtenir des logements de manière beaucoup plus facile. Et ça peut être une mesure justement de solidarité intergénérationnelle que de dire, si vous possédez un patrimoine, si vous avez une résidence secondaire ou voire plusieurs résidences, eh bien effectivement de taxer pour alimenter le remboursement de la dette Covid. Je suis pas sûr que au vu de… Après, il faut penser aussi des dynamiques, hein, en termes électoraux. Il faut rappeler qu'en France, la population qui se mobilise le plus au niveau des élections, c'est souvent les seniors. Donc, s'il faut mener des politiques qui vont créer en fait des formes de solidarité, notamment ça peut passer par la mesure, et c'est une très très bonne question cette mesure-là, il faut que les jeunes aussi, en 2022, en fait, s'inscrivent pleinement dans une dynamique politique, c'est-à-dire qu'ils se mobilisent pour aller voter et qu'il y ait un recours massif en fait au vote chez les jeunes. C'est comme ça qu'on pourra un peu influencer, changer et créer ces dynamiques de solidarité intergénérationnelle. Aujourd'hui, sur le logement,
clairement, si vous êtes en centre-ville, et je pense notamment à Paris, mais à d'autres grandes villes, beaucoup d'étudiants souffrent du mal logement. Beaucoup de jeunes actifs ont du mal à effectivement avoir des logements décents. Et le parc immobilier est quand même accaparé par des personnes qui sont plutôt âgées, qui ont du patrimoine, qui ont de l'épargne et qui ont pu financer en fait soit une résidence immobilière, soit des résidences supplémentaires. Donc ça peut être une très bonne mesure effectivement, cette taxe qui est mise en place, qui serait mise en place pour permettre une solidarité intergénérationnelle. J'en profite juste pour terminer et après je laisse la parole, du point de vue des compétences, sur ce qui a été dit. Je pense qu'une des solutions qui pourrait être apportée au niveau régional, je reprends cette expression de tiers-lieux. Alors, des tiers-lieux pour effectivement aider les jeunes à pouvoir se nourrir, à pouvoir recréer du lien social, mais il faut aussi créer des tiers-lieux où on puisse professionnaliser et requalifier très rapidement des jeunes qui sortent d'études et qui se retrouvent sur le marché du travail et qui n'arrivent pas à accéder à un emploi. Donc, il faut mettre autour de la table des entreprises, donc du privé, du pouvoir public, des ingénieurs pédagogiques qui vont créer des formations adaptées, basées sur les besoins des compétences des entreprises et des formations extrêmement agiles. Ça existe déjà. Vous avez déjà des centres de formation du type Simplon, la Wildcode, etc., qui font ça pour le numérique. Et donc, il faut que dans les collectivités, créer ces tiers-lieux de manière agile et ne plus avoir recours à, je dirais, des formations un peu à la old school. On va mettre tant sur une filière dite d'avenir et en fait, on ne sait pas dans 3 ou 4 ou 5 ans ce que ça va donner. Là, il faut répondre à l'urgence. Il faut réunir les entreprises, faire du mécénat privé, dire aux entreprises de quoi avez-vous besoin, quelles sont les compétences et former ces jeunes à ces compétences-là, même s'ils ont déjà eu un diplôme, même si, par exemple, ça peut être aussi des jeunes qui n'ont pas eu accès à des diplômes et qui se sont déscolarisés pendant la période du Covid. Mais il faut créer ces formations agiles et ces tiers-lieux d'apprentissage sur des formations courtes en alternance et les insérer plus rapidement sur le marché du travail. Je pourrais y revenir plus longuement là-dessus si vous le souhaitez. Ça marche très bien, je te remercie. Et oui, en effet, il faut aussi appeler la jeunesse à voter. D'ailleurs, moi, je vous appelle à aller voter en juin 2021. Il y a des élections qui arrivent, donc déplacez-vous. Voilà, il ne faut pas hésiter. On va reprendre une autre question. Tac, tac, tac. Donc, une question de Robin sur Facebook pour lui. Donc, la grosse erreur de la gestion de cette crise par les pouvoirs publics sur le sujet des étudiants n'est-elle pas qu'on nous regarde comme des jeunes non productifs, rentables économiquement, alors que nous, les millions de jeunes, allons tenir le pays dans un futur proche? Je ne sais pas si Angèle, Louane voulez répondre. Bon, je me lance et je fais court, c'est promis. Oui, effectivement, en fait, il y a une partie de la population et peut-être du gouvernement qui considère qu'on n'est pas assez actif. Or, justement, on est en fait les acteurs de demain, on est aussi les acteurs d'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la population étudiante qui est obligée de travailler pour survivre, qui a des pertes d'emploi actuellement. Alors, j'ai vu passer dans les commentaires tout à l'heure les problèmes aussi au niveau des alternances. Il y a des problèmes au niveau des alternances, au niveau des stages, pour trouver des offres, mais aussi pour tout l'emploi étudiant, l'emploi de la restauration et des étudiants qui galèrent. Donc, la population étudiante n'est pas une population passive et je suis bien d'accord de rejoindre ce constat. On ne devrait même pas être obligé de travailler pour financer nos études dans un monde où tout irait bien. Mais malheureusement, c'est le cas et c'est une population qui a à cœur de se bouger. Et si ce n'est pas par le travail, c'est aussi par des activités associatives, par de la mobilisation. On voit très bien que Louane, par exemple, a pu prendre cette initiative aussi de faire bouger un peu les choses au niveau du Mans. Donc voilà, je pense qu'il faut... je rejoins tout à fait le constat et que la jeunesse est l'avenir et est pleine de ressources justement pour proposer un monde meilleur. Yes. D'ailleurs, je profite, je vais lire le message d'Hugo sur Facebook qui donne aussi un message d'espoir comme le tien. Donc pour lui, le tableau actuel est sombre, d'accord. Notre génération est une génération qui ne vivra pas ce qu'ont vécu les générations précédentes, c'est un fait. Maintenant, deux solutions s'offrent à nous, tomber dans la violence ou trouver des solutions alternatives. L'économie de demain est à construire. Nous avons un mode de vie à faire évoluer, une solidarité à lancer, une coopération à mettre en place. Ne serait-ce que ce Zoom est un espoir en soi. Merci à vous. Merci à toi Hugo pour ce message et justement on espère aussi que ce Zoom permettra aussi de trouver des solutions et créer cette dynamique et de donner envie aussi aux jeunes de trouver des solutions.
On va prendre la question de Cécile parce que Cécile Chérat sur Zoom qui dit que la région est notamment en charge des lycées et l'orientation aussi d'ailleurs. Donc, comment les lycées sont-ils accompagnés dans cette crise, notamment dans le choix de leurs études supérieures? Donc, est-ce que Louane, peut-être, ou Angèle, vous avez des éléments de réponse sur l'orientation et l'accompagnement des lycéens? Moi, je peux donner juste quelques éléments très rapidement. Je pense que je vais Oui. laisser quand même la parole à Angèle, parce que mes connaissances se limitent à ce que j'ai dans mon entourage personnel, c'est-à-dire que j'ai un petit frère qui est au lycée. Comment les jeunes sont accompagnés, je pense que c'est comme nous, un peu dans un espèce de flou artistique où personne ne sait vraiment ce qu'il fait et fait un petit peu comme il peut au jour le jour, avec des circulaires qui changent toutes les semaines et un protocole sanitaire qui n'est pas du tout sécurisé. Au contraire des universités où c'est trop poussé, les lycées, c'est pas assez. Et il n'y a pas assez de gestes barrières et de distanciation et de respect d'une manière générale des gestes barrières dans l'enceinte du lycée. Donc c'est compliqué, je pense. Après, comme le problème est général à toute la France, je pense qu'ils vont être par exemple sur Parcoursup plus indulgents avec les lycéens. Et il risque d'y avoir aussi des injustices, mais ce sera des injustices qui seront répercutées sur tout le monde. Du coup, ce sera un petit peu les mêmes injustices que celles qu'on a toujours vues avec l'algorithme. Moi, je suis passée par la première année de Parcoursup, et ça s'est pas forcément bien passé pour tout le monde, mais je pense que ce sera le même genre de problème qu'on va retrouver, et je pense que surtout, en fait, ils font juste comme ils peuvent, et c'est pas toujours bien, mais ils font un petit peu avec ce qu'ils ont. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et je vais laisser la parole à Angèle parce que peut-être elle aura plus d'éléments de réponse que moi par rapport au dispositif. Alors, du coup, très rapidement, moi, au niveau de la FAGE, donc en défense des droits, en fait, je m'occupe aussi de la plateforme qu'on a lancée qui s'appelle SOS Parcoursup pour aider les lycéens justement à remplir leur dossier. Et j'ai un peu une vision sur cette thématique d'orientation. En fait, les lycéens sont très peu accompagnés. Alors, de manière générale, hein, je vous invite à lire des rapports qui sont sortis, qui sont tournés d'une vision positive, mais quand on reprend les chiffres, c'est pas top. Il y a très peu de temps en fait consacré vraiment à l'orientation au lycée. Et du coup, sur les choix d'enseignement supérieur, donc actuellement, c'est toujours, alors je dirais pas une catastrophe, mais je dirais que la situation est vraiment très compliquée et que justement la région a quelque chose à apporter là-dedans, notamment en favorisant, je pense, l'intervention d'associations et d'étudiants dans les lycées pour parler de leurs différents parcours, alors que ce soit dans les, je vais dire, les gros centres universitaires, mais des formations aussi qu'on oublie un peu, ou dans des terrains plus éloignés pour faire vraiment découvrir l'ensemble d'un panel de formation du territoire aux lycéens pour qu'ils puissent s'orienter un peu d'une meilleure manière. Et pourquoi pas aussi faire venir des acteurs de l'économie dans les lycées pour présenter des métiers et parler des formations à effectuer juste avant. Mais vraiment que la région mobilise l'ensemble des acteurs du territoire et toutes les ressources dont elle dispose pour mieux orienter les lycéens, soit directement dans les lycées, soit par la création de processus extérieurs. Merci Angèle. Je vais poser la dernière question du débat. Donc pour vous, demain, si vous étiez vice-président ou vice-présidente en charge de la jeunesse au Conseil régional des Pays de la Loire ou conseiller spécial, hein, quelle serait votre première mesure? Arnaud, si tu veux débuter. Oui, alors je vais, en termes de mesures, je vais un peu reprendre ce que j'ai dit précédemment, effectivement, et je rejoins ce qu'a dit Angel, notamment au niveau de l'orientation. Et on sait que Parcoursup, c'est comment dire, extrêmement sélectif, et ça peut laisser plein de jeunes sur le carreau. Donc, premièrement, il faut orienter les jeunes vers des alternatives à Parcoursup. Et là, il y a plein de nouveaux centres de formation, plein de nouveaux lieux d'apprentissage qui se font et qui permettent d'acquérir des compétences sur des métiers à haute valeur ajoutée, notamment dans le numérique. Donc, il n'y a pas que Parcoursup. Et j'insiste pour les jeunes qui ont peur de se dire, voilà, si je n'ai pas de formation en études supérieures parce que Parcoursup m'a mis sur le carreau, qu'est-ce que je peux faire? Il existe en fait d'autres alternatives, et des alternatives qu'on passe cette grille de sélection et qui acceptent des jeunes sur la base de leur motivation.
Donc, il y a Simplon, il y a la Wildcode. Donc, c'est souvent des écoles dans le numérique. J'espère que des initiatives de ce type-là vont se faire dans d'autres secteurs d'activité. Donc, premièrement, créer des formations extrêmement agiles et mettre autour de la table du mécénat privé, c'est-à-dire aller chercher les entreprises, aller chercher les PME, aller chercher, créer de nouveaux types de formations beaucoup plus agiles pour qualifier beaucoup plus rapidement les jeunes et les mettre sur le marché du travail. Typiquement, je pense à tous les restaurateurs, toutes les PME qui ont besoin de se transformer dans le digital. Alors moi, je parle beaucoup du digital parce que je travaille sur ce secteur-là dans la formation. Et donc, effectivement, il y a des besoins de compétences. Donc, on peut imaginer un tiers-lieu dédié au numérique où les jeunes auraient une alternance et accompagneraient les entreprises, notamment les PME, et les aideraient en fait à se transformer, à accéder à la transformation numérique, voilà, création de sites web, d'applications, etc. Et maintenant, on n'est plus obligé de passer par l'apprentissage du code pour en fait mettre en place des sites web et des applications. Alors, première chose, la création de formations agiles. Deuxième chose, avec l'ajout de mécénat privé, de financement par des entreprises privées. Deuxième chose, il faut accélérer la contractualisation, je dirais, dans les secteurs publics sur le court terme. Il y a des besoins dans la santé, dans l'éducation, dans plein de secteurs publics. Et donc là, un jeune qui a une licence ou un master, on peut imaginer que sur le court terme, il puisse aller enseigner dans les lycées, dans les universités, dans les centres de formation, typiquement dans l'éducation, pour épauler justement les enseignants titulaires et pour permettre de faciliter la mise en place de mesures barrières, donc de diviser les classes, de les dédoubler et d'appeler en renfort tous ces jeunes qui ont quitté leurs études, qui ont fini leurs études pour pouvoir enseigner. Dans la santé aussi également, on peut imaginer la création de postes contractuels pour ces jeunes-là. Donc, il faut que l'État, en fait, et il faut que les collectivités, donc il faut que ça parte bien évidemment de l'État, ça soit impulsé par l'État, et il faut que les collectivités répondent aux problèmes futurs de la jeunesse en mettant beaucoup plus de moyens dans les secteurs publics. Donc ça, pour nous, c'est les deux choses qu'on voit, les deux solutions qui peuvent être facilement, je dirais, plus facilement créées. Et puis la dernière chose, c'est aussi également que les élus sur les territoires portent ce RSA jeune pour les 18-25 ans et puissent donner voilà, un complément, un minimum jeunesse pour aider tous les jeunes qui seront en difficulté. Voilà, c'est les 3 points qu'on voit au niveau des régions. D'accord, donc 3 mesures si tu arrives vice-président, ça marche. Louane, vas-y si tu veux. Pour moi, c'est une question qui est un petit peu compliquée dans le sens où la mobilisation étudiante, c'est déjà nouveau pour moi. La politique, ça l'est encore plus. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Je ne sais pas ce que je pourrais faire juste au niveau régional. Pour moi, ce qui est une certitude, c'est qu'il faut remettre des moyens dans les universités et arrêter de les appauvrir et d'essayer de délocaliser toujours plus. Je pense qu'il faut relocaliser et je pense qu'il faut ouvrir des postes. Donc, je rejoins Arnaud sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait du renfort, mais justement, les contractuels ou les gens qui sont là en renfort, c'est pas suffisant. Il faut des gens qui sont compétents et qui sont formés. D'ailleurs, il y en a. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a des professeurs qui sont formés, mais qui ne trouvent pas de travail. C'est bouché et de plus en plus. Les enseignants-chercheurs, il y a très peu de postes. Tout le monde se bat. C'est presque la guerre pour avoir un poste à l'université maintenant. Et ça ne devrait pas l'être. Et on a besoin de professeurs. Donc, il faut aussi rouvrir des postes à des gens qui sont formés et qui n'attendent que ça. Je pense. Donc pour moi, la première chose, c'est ça. Et évidemment, pas, du coup, ça irait... Enfin, là, je parle de l'université parce que c'est là où j'en suis actuellement dans ma vie. Mais évidemment, ça va aussi avec le fait d'accompagner mieux les jeunes dans leur orientation au niveau des lycées. Parce que ça part de là. C'est déjà tellement compliqué comme question de se dire qu'est-ce qu'on va faire plus tard quand on a 15 ans, parce que ça commence à 15 ans et même avant. Il faut qu'on soit mieux aiguillé que ça. Le catalogue de Parcoursup, c'est une horreur. On a des formations par ordre alphabétique, on ne sait même plus où regarder. Donc au final, comment on choisit nos études? On se dit, bon, j'ai des bonnes notes là, bon allez, je vais aller là, quoi. C'est pas forcément une bonne manière de faire ses choix. Et il faut aussi, je pense, dédramatiser le fait que quand on a 17 ans et qu'on choisit une filière, on ne joue pas toute sa vie. On n'est pas en train de choisir un métier pour toute sa vie et je pense qu'on est particulièrement une génération qui sera flexible là-dessus et on va faire plein de choses dans nos vies et nos métiers vont beaucoup évoluer et on va aussi pouvoir sûrement avoir la chance avec peut-être des formations agiles de faire différents métiers dans nos vies. Donc je pense qu'il faut aussi dédramatiser ça au niveau des jeunes parce qu'on met beaucoup de pression là-dessus. Voilà, donc je ne sais pas exactement quelle forme ça prendrait mais je pense que
faire quelque chose pour entendre les étudiants, lycéens et supérieurs, et faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés, et rouvrir des postes pour revaloriser l'université et le service public de l'université, plutôt que de le dévaloriser et pousser les gens vers le privé, vers un modèle à l'américaine. C'est des choses qu'il faut faire très rapidement en tant que vice-président à la région. Voilà. Merci. Merci pour ces belles propositions. Angèle, je t'en prie. Oui, du coup, rapidement aussi, promis, je vais faire rapide. Plus sur les formations sanitaires et sociales. Alors, je suis désolée, ça reste enseignement centré, mais c'est une des compétences de la région, en fait, de s'occuper de ces formations-là. Et malheureusement, aujourd'hui, elles sont délaissées. On a des étudiants qui touchent leur bourse le 17 du mois. Ce qui n'est pas normal. Donc nous, notre position, c'est que les bourses en fait redeviennent de la compétence du Crous, mais aussi tout l'accompagnement, être sûr que les instituts de formation fassent en fait bien leur travail et donner les moyens à ces instituts de formation. Aujourd'hui, à l'IFSI de Nantes, on a des soucis de frais illégaux qui sont payés par les étudiants, qui ne devraient pas être payés par les étudiants, avec des procédures qui sont en cours. Et en fait, c'est de l'investissement que la région devrait donner directement à ces instituts en attendant une universitarisation en fait, de tout le système de l'enseignement supérieur pour qu'on soit sûr qu'il y ait une égalité d'accès en fait, entre tous les étudiants, qu'ils soient de formation sanitaire et sociale ou non. Très bien, merci beaucoup Angèle. On va clore cet atelier. Je voulais vous remercier à tous les trois. C'était super de pouvoir échanger avec vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui suivent sur Facebook, sur Zoom, sur Twitter, sur toutes les plateformes cet atelier. Merci pour vos questions super riches pour nous. Juste pour dire un mot pour la fin, oui, c'est vrai, le tableau est sombre, que ce soit chez les étudiants, chez les apprentis dont on a aussi peu parlé, mais qui souffrent de beaucoup de choses, souvent de double logement et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec leur salaire, les jeunes précaires sans emploi. Mais je préfère retenir aussi le positif et notamment les nombreuses initiatives de solidarité qui existent et qui sont souvent justement aussi le fait des jeunes eux-mêmes. Donc, j'aimerais remercier aussi tous ces jeunes qui se mobilisent justement pour s'entraider. Je vous invite aussi, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cet atelier, à le partager. Il sera disponible en replay sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram, toutes les plateformes. Et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore signataire de l'appel, à le signer. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser aussi sur les réseaux sociaux. On sera ravis d'y répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre atelier culture qui aura lieu le 9 février. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tout le monde.